Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine consacrée aux femmes sur le continent africain, le dossier du jour s'intéressera aux femmes transformatrices de fruits et légumes en Guinée. Et au sommaire également de cette émission, le Congo s'apprête à élire ce dimanche un nouveau président. Focus sur les grands travaux réalisés au cours de ces dernières années. Parmi eux, la municipalisation accélérée. Quels en sont vraiment les avantages? Nous en débattrons ce soir. Et puis 20 mars, date importante pour le Bénin également. Mais ce sera cette fois-ci le second tour de l'élection présidentielle. Lionel Zinsou face à Patrice Talon. Patrice Talon, l'homme d'affaires qui multiplie les ralliements derrière sa candidature. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Il s'agit bien évidemment de nos éditorialistes avec à ma gauche Gratien Roux-Kindikiza. Gratien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Malik Hacher, Malik, ravi de vous accueillir. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Congo, les infrastructures demeurent au cœur du programme de développement économique du pays. L'exemple le plus parlant reste le programme de municipalisation accéléré que les autorités congolaises ont mis en place dans tous les départements du pays. Il est réalisé notamment à partir de revenus pétroliers engrangés par le pays. Quels en sont les avantages? Élément de réponse avec ce sujet qui nous a été préparé par Alioune Guindo et Ibrahima Dioumaba. Les infrastructures, pari du développement au Congo. Moderniser le pays, c'est l'objectif que se sont fixés les autorités congolaises. À cette fin, le gouvernement a initié depuis une décennie de grands projets infrastructurels qui ont transformé le pays. Le Congo se positionne aujourd'hui comme une plateforme importante pour les échanges économiques en Afrique centrale. La modernisation des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et énergétiques sont une priorité gouvernementale. Si je prends un exemple simple, nous en reparlerons, je suppose, tout à l'heure, quand nous sommes en 2016. Donc ça fait quand même assez longtemps que nous sommes indépendants, depuis 1960, le 15 août 1960. Et nous sommes aujourd'hui en 2016. Et tous les dirigeants avaient, et c'était à juste raison, rendu compte que il faut donner à ce pays le minimum requis pour son développement et notamment le premier corridor à mettre en place, c'était la route Pointe-Noire-Brazzaville pour suppléer les chemins de fer et booster le développement. En vue d'assurer un développement strictement national de ces infrastructures, les autorités congolaises ont accordé leur confiance aux entreprises nationales. Cependant, les dirigeants congolais n'hésitent pas à faire jouer la concurrence internationale en vue d'accroître la compétitivité des entreprises locales. Il y a, quand je prends des statistiques comme des statistiques de travaux liés aux municipalisations accélérées, le plus grand nombre de sociétés qui réalisent les travaux sont des sociétés congolaises. Si nous parlons en matière de travaux publics, nous pouvons dire quelles sont les sociétés congolaises qui excellent dans le BTP. Parce que c'est quand même un travail qui nécessite des grands niveaux d'investissement et une certaine maîtrise assez spécifique, pour lesquels nous devons pérenniser un ensemble d'ouvrages. Et ce sont des consultations à l'international. Candidat à sa propre succession, lors de la présidentielle du 20 mars 2016, le président sortant de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est fier des avancées réalisées par son pays. Pour sa réélection, il propose à ses concitoyens la poursuite des chantiers à travers un programme ambitieux dénommé La Nouvelle Espérance. Gratien, la municipalisation accélérée est selon vous l'un des meilleurs chantiers qu'a initié le président Denis Sassou Nguesso? Oui, cela permet de décentraliser et en même temps, disons, le pays avait besoin de beaucoup d'investissements, d'infrastructures. C'est plus que la centralisation parce qu'on voit bien que certains dans beaucoup de régions, beaucoup de coins, il y a un développement par municipalité. Donc c'est une bonne chose pour moi, c'est une bonne chose qui a été faite. Mais même si cela s'est fait un peu tardivement par rapport, disons, ça ne s'est pas fait surtout au moment où il y avait beaucoup de recettes pétrolières. Maintenant, on veut le faire, mais il va manquer de fonds pour réaliser ces investissements. Donc, comme toujours en Afrique, dans beaucoup de pays. Vous interrogez pour la suite? Oui, je m'interroge si vraiment ça va continuer, ils vont continuer sur la même lancée ou éventuellement
ça ne va pas être presque une baisse avec l'élection d'un futur président dont j'ignore le nom. Oui, Jean-Marie, on peut s'interroger, et ce n'est pas le cas uniquement pour le Congo, mais dans ce genre d'infrastructure, enfin de programmes de ce type, hein, il y a toujours cette question du manque d'entretien et du manque de suivi. Est-ce que ça pourrait être le cas au Congo, justement ? Justement, je pense que c'est le piège qui nous guette, si vous voulez, dans les États africains, à savoir que quand on construit, si vous voulez, des infrastructures comme celles-là, ce sont des infrastructures qui ont une durée de vie relativement longue. Et généralement, le constat, c'est quoi? C'est que dans les États africains, on voit, c'est-à-dire ces infrastructures-là, se dégrader très, très rapidement. J'ai parlé une fois sur le plateau ici, là, de ce qu'on appelle le coût global de possession. Quand vous mettez des infrastructures en marche, ça voudrait dire qu'il faudrait prévoir impérativement leur maintenance. Mais dans la plupart du temps en Afrique, on se contente de construire, ce qui fait en sorte qu'une fois que c'est construit et que vous n'avez pas la maintenance technique qui suit derrière, tout simplement, pourquoi? Parce que nous n'avons pas la main-d'œuvre qui va avec, nous n'avons pas les experts et les techniciens qui sont là sur place pour pouvoir entretenir ça. Le coût de l'entretien devient exorbitant, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire venir des expatriés pour s'occuper de l'entretien, si vous voulez, de nos infrastructures. Alors qu'on devrait commencer en amont par former des techniciens, des experts capables d'assurer la maintenance durant toute la durée de vie, si vous voulez, de ces infrastructures-là. Et cette maintenance est nécessaire tout simplement pourquoi? Parce qu'elle contribue à prolonger le cycle de vie du produit, c'est-à-dire de l'infrastructure, pardon. L'infrastructure vit beaucoup plus longtemps. Donc, j'espère que, bon, en dehors de l'aspect politique, si vous voulez, vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect politique de la chose, la volonté politique qui est. Par rapport à ce que Gratien a exposé tout à l'heure, la volonté politique qui est. Mais maintenant, en termes de fonds pour pouvoir financer ça, il est évident aujourd'hui que tous nos États africains, en particulier un État comme le Congo, dont les recettes d'exportation sont intimement liées, si vous voulez, et dans une proportion qui est relativement importante aux ventes du pétrole. J'espère tout simplement qu'en amont, comme on nous l'a dit dans le reportage, il y aura des techniciens capables de pouvoir opérer la maintenance de ces infrastructures. Malik, et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que le Congo a les moyens financiers d'assurer la maintenance, le suivi et l'entretien de ces infrastructures? Oui, c'est une véritable question. Jean-Marie a raison de dire qu'il fallait justement au préalable monter des sociétés nationales pour l'entretien de ces axes routiers. Effectivement, parce que si on ne fait pas ça, les coûts peuvent être exorbitants. Pourquoi? Parce qu'on fait une autoroute et ensuite on a recours à quoi? À l'expertise étrangère. Et c'est beaucoup plus cher. Et donc, dans le cadre de ce développement-là, qui est très bien, il faut justement mettre en place des sociétés qui puissent veiller à l'entretien. Déjà parce que ça permet justement de ne pas dépenser davantage dans le futur, parce que si on prend soin de ces axes autoroutiers et qu'il y ait une véritable surveillance, il n'y aura pas des coûts exorbitants par la suite, on ne sera pas obligé de refaire des tronçons, comme ça s'est fait souvent en Afrique malheureusement. Vous avez des autoroutes qui sont faites, qui sont réalisées au bout de 5 ans, et au bout de 2 ans, vous avez déjà des problèmes parce qu'il n'y a pas la topologie qui a été respectée, il y a des choses qui ont été défaillantes, et donc on se retrouve avec des coûts exorbitants. Donc malheureusement, c'est ce qui fait défaut souvent. C'est-à-dire, on a un plan ambitieux, mais il n'y a pas cette préparation-là qui se fait à l'amont. Gratien. Juste pour ajouter qu'on oublie souvent en Afrique, dans plusieurs pays, dans les armées, on a des bataillons de génie, des régiments de génie qui sont bien équipés, qui sont bien formés pour les infrastructures, pour les entretiens. Souvent, on les laisse en repos en attendant une probable guerre qui n'aura presque pas. Et ce sont ces militaires-là qui devraient être affectés, disons, à l'entretien de ces infrastructures, comme ça se fait par exemple en pays comme le Rwanda qui ne construisent les routes maintenant qu'avec les militaires. Malik, très rapidement. Juste pour appuyer Gracé, il a tout à fait raison. C'est l'armée qui a réalisé les grands axes routiers en Afrique juste après les indépendances. On a eu recours à l'armée et ces tronçons sont souvent de très bonne qualité. Il y a quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle au Bénin qui opposera le Premier ministre sortant Lionel Zinsou à Patrice Talon. 24 candidats sur les 31 ayant participé au premier tour ont annoncé leur soutien à l'homme d'affaires. L'issue de ce deuxième tour reste pourtant incertaine. Lionel Zinsou a lui aussi des soutiens de taille. Et puis, personne ne peut garantir que les électeurs vont suivre les consignes de vote. C'est un reportage de notre correspondant, Leftiounou. L'alliance d'opposition L'Union fait la nation soutient Patrice Talon au second tour de la présidentielle du 20 mars 2016 au Bénin. Après avoir félicité la Sénat et la Cour constitutionnelle pour la réussite de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle tenue le 6 mars 2016, les ténors et membres du Bureau national de l'Union fait la nation
ont exprimé leur satisfaction de voir leurs militants et sympathisants voter pour les candidats de la rupture afin d'empêcher le chaos annoncé au premier tour. L'Union fait la nation se félicite d'avoir mis en place cette stratégie qui a permis d'éviter le chaos et cette stratégie qui permet aujourd'hui de rassembler suffisamment de forces, de candidats, d'électeurs autour de celui du membre du groupe de rupture qui est arrivé au second tour. Cette stratégie définie par l'Union fait la nation lui a permis d'opérer le choix d'un candidat au second tour pour la conquête du pouvoir. L'Union fait la nation est déjà à pied d'œuvre pour porter Patrice Talon au pouvoir. La campagne comptant pour le second tour de la présidentielle constitue un tournant décisif pour l'alliance d'opposition. C'est très facile pour nous aujourd'hui d'animer à travers ces différents camarades, d'apporter notre contribution à la reconversion de ces comités de campagne qui étaient pour tel candidat, à leur reconversion vers le soutien de la candidature de Patrice Talon. Et c'est ce qui est en train de se passer avec beaucoup de convivialité. Cela permet de relancer la campagne, de le relancer assez rapidement. L'Union fait la nation entend mettre tout en œuvre pour gagner l'élection du 20 mars 2016 au profit du candidat Patrice Talon. Ils exhortent leurs militants et sympathisants à s'investir dans la campagne électorale du second tour de la présidentielle avec plus de sérieux et de détermination pour ne pas tomber dans la même erreur arithmétique que la coalition républicaine. Rappelons que la campagne électorale a déjà démarré et prendra fin le vendredi 18 mars 2016 dans le pays. Jean-Marie, 24 candidats sur 31 qui soutiennent Patrice Talon. De quoi faire peur à Lionel Zinsou? Je pense pas, si vous voulez, vous avez aucun candidat qui est propriétaire des électeurs. Les électeurs vont dans les urnes. Mais ce que je déplorais, on a dit sur ce plateau, si vous voulez, qu'on a apprécié le déroulement des élections lors du premier tour au Bénin. Mais malheureusement, lors de ce second tour-là, on entend parler tout simplement, si vous voulez, du candidat de la rupture, des candidats, si vous voulez, de la continuité. Alors que vous avez la plupart de ces personnalités-là qui ont travaillé avec le régime actuel. Donc la notion de rupture, pour moi, ça devient le leitmotiv. On ne travaille pas sur les programmes. La dimension programmatique, où est-elle? Je n'entends pas les programmes, c'est-à-dire que chaque candidat, qu'il ait élaboré un programme et qu'on invite des électeurs à aller lire les programmes et voir les contenus des programmes. Donc, en Afrique, généralement, nous partons sur des mots qui sont les mots rupture. Rupture par rapport à quoi? Quel est le programme nouveau que vous apportez par rapport à celui qui a été mis en place jusque-là? Dont la rupture, les mots français ont un sens. La notion de rupture, ce n'est pas tout simplement chanter que la rupture, mais quelle est la dimension programmatique de ce que vous proposez à votre peuple, vos électeurs? Donc à partir de là, je me dis, bon, celui qui sortira vainqueur de cette élection-là devrait avoir un programme qui permet maintenant, parce que tous les camps, c'est-à-dire pour la rupture, on se pose la question de savoir, en Afrique, on sait très bien que la plupart des candidats qui se présentent, ce sont des gens qui ont participé à l'action gouvernementale. Donc à partir de là, quelle est la rupture qu'ils apportent s'ils ne posent pas en place une plateforme programmatique? Malik, en tout cas, au Bénin, on a une réelle élection avec du suspense. C'est ce que j'allais dire. Enfin, une élection avec du suspense qui tient en haleine les électeurs et tout le continent africain. Donc c'est vraiment un plaisir de voir que cette élection s'est, je dirais, déroulée parfaitement jusqu'à maintenant. Et voilà, au moins là, il y a un peu de suspense, c'est ce qui est très rare en Afrique. Maintenant, l'électorat est tellement volatile qu'on ne peut même pas savoir qui sera le gagnant. Et c'est très bien comme ça. Gratien, vous aussi, vous partagez l'avis de Malik, on ne peut pas savoir à l'heure actuelle qui sera le gagnant? On ne peut pas savoir, mais on peut, compte tenu des alliances, on peut se dire, il y a Patrice Talon qui a eu le numéro 3, qui l'a rejoint, pratiquement qui avait 22%. Donc on voit mathématiquement déjà que les deux s'approchent de 50%. Il y a d'autres ralliements. C'est presque visible qu'il y a beaucoup de chances, je dirais, pour Patrice Talon. Jean-Marie a parlé de rupture, on peut dire. Je pense que ce n'est pas un gros mot parce qu'il y a quelqu'un qui est Premier ministre, qui est dans le gouvernement, et quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie du gouvernement. Même si on a travaillé avec le pouvoir bien avant. On sait bien qu'en Afrique, tous, à un certain moment, ils étaient ensemble, mais ils essaient de marquer la rupture à un certain moment, comme on le voit. Donc, je pense que
les Béninois aussi, ils ont besoin, ils peuvent se dire qu'ils ont besoin d'un changement. Et puis, on doit savoir que Lionel Zinsou, il est rentré au Bénin pour devenir Premier ministre. Et je pense que les Béninois aussi regardent ce qui se passe par rapport à un candidat qui est venu pratiquement à la dernière minute. Donc, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il y a beaucoup de chances, surtout pour celui qui a eu un ralliement de beaucoup de candidats. C'est mathématiquement, c'est cela. Malik. Le problème, c'est, je partage l'avis de Gratien, on peut peut-être dégager une tendance. Je dis je partage, finalement, je partage pas tellement parce qu'on ne sait pas si les états-majors vont suivre. C'est ça le problème. C'est un électorat qui est tellement volatile qu'on ne peut pas savoir si ces ralliements de dernière minute pour Patrice Talon va jouer en sa faveur. Qui sait, peut-être que les électeurs vont dire bah, écoutez, c'est toujours les mêmes qui sont là et qui se rallient. Peut-être que l'électorat va fuir aussi Patrick Talon. Donc le suspense pour moi est de mise tout le temps, toujours. Jean-Marie. Je veux dire que l'électorat aussi, c'est-à-dire on nous parle de rupture, peut aussi préférer la continuité. Donc il ne faut pas, c'est-à-dire on peut préjuger de rien si vous voulez dans une élection. La statistique politique est une statistique qui est très très complexe, c'est-à-dire pour pouvoir faire des additions, c'est-à-dire dire que tel est arrivé deuxième, tel est arrivé troisième, donc dès l'instant qu'ils fusionnent leur liste, automatiquement ils vont passer devant. La statistique politique est beaucoup plus difficile que ça, parce que l'électeur, c'est lui qui va aux urnes et c'est lui qui détient la clé de l'élection. Et on en reparlera bien évidemment de cette élection béninoise. Mais pour l'heure, on va marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.